le 30 avril 1975. Ça y est, Saigon, la capitale du Sud-Vietnam, tombe aux mains de l'armée nord-vietnamienne. La guerre du Vietnam se termine. Les derniers hélicoptères américains quittent le pays. Après 20 ans de conflit, le pays va enfin pouvoir être unifié. Mais pour quelques journalistes français venus immortaliser ce moment, ces derniers jours de conflit ont été particulièrement durs. Ils étaient 5, une équipe de télévision menée par Jean-Pierre Moscardo, un journaliste du Figaro, Christian Hoche, et un photographe, Michel Laurent. Sur le terrain, ils ont filmé la fin du conflit de très près, beaucoup trop près. L'un d'entre eux y a même perdu la vie. « 50 ans après les faits, Christian Hoche se souvient du calvaire qu'il a traversé. Je travaillais au Figaro à l'époque, au service étranger, et je m'occupais essentiellement de l'Afrique. On avait un directeur de la rédaction qui s'appelait Max Clow, qui était fasciné par l'Asie et qui avait très bien compris ce qui se passait. Il vient me voir un matin, j'étais chef d'édition, ce qui voulait rien dire, mais enfin, il fallait le matin faire un petit peu la sauce du quotidien. Et il me dit, est-ce que tu connais, d'un ton militaire, est-ce que tu connais le Vietnam? Pas du tout. Mais tu sais ce qui s'y passe? Oui. Bon, tu es célibataire, tu es divorcé, tu es marié, tout va bien de ce côté-là, lui dis-je. Donc tu peux partir, il y a un avion qui part ce soir, c'est le dernier qui part pour Saigon. Et il y avait déjà une équipe sur place. Mais il y en a un qui était malade, l'autre qui avait peur, enfin c'était très 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 bizarre pour un grand journal comme le Figaro. Et je dis oui, donc et j'embarque le soir dans un avion d'Air France pour Saigon. L'avion était vide, il n'y avait que des journalistes, et je dis à mes camarades, c'est formidable, on vit la fin d'un conflit. Nous arrivons donc le 24 avril et nous filons dardard au Continental pour voir les confrères qui sont là, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde, et savoir quelle était la tendance, où étaient les troupes nord-vietnamiennes qui continuaient à descendre le plus bas possible sur Saigon. L'objectif, c'était de prendre Saigon. Et je retrouve donc des amis journalistes, et notamment Jean Pouget, envoyé spécial du Figaro, grand reporter. L'histoire du Vietnam, on pouvait la lire avec Jean Pouget. Et je retrouve Michel Laurent, vieil ami, photographe extraordinaire, qui commençait sa journée avec un énorme cigare. Les cheveux frisés, c'était une sorte d'angelot avec un cigare. Et qui lisait le Financial Times auquel il ne comprenait rien. Un personnage assez étonnant. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais ce matin? On était en train de prendre un petit déjeuner. J'ai dit, je cherche une voiture pour aller voir ce qui se passe sur le 17e, enfin, du côté de Bien-Nord, à la grande base, l'ex-grande base américaine. C'est là où les troupes nord-vietnamiennes s'étaient arrêtées. Ils avaient comment dire, mobilisé toutes les unités nord-vietnamiennes pour en défaire définitivement avec l'armée du Sud. Je lui dis non, je n'ai pas de voiture, les taxis veulent pas aller plus haut qu'à 10 km de Saigon. Il dit moi j'ai de la place, j'ai une Dalat. Une Dalat, ça ressemblait un peu à une Safari, une voiture elle était en plastique pratiquement. Je monte dans sa voiture, leur remercie, et nous voilà partis à rebours de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'en fait, les réfugiés arrivaient par milliers sur Saigon.
Et de l'autre côté, il y avait personne, nous, les journalistes, quelques journalistes, à qui on avait conseillé surtout de ne pas quitter Saigon, ce qui était effectivement peut-être la sagesse, mais qui s'était privé à la fois d'images et de l'actualité immédiate, parce que c'est là où à Bienoa, enfin à côté, à Trong Bum, un gros village à côté de Bienoa, c'est là où commence et où démarre la deuxième offensive sur Saigon, qui sera la dernière et la définitive. Donc on rejoint avec la voiture de Michel Laurent une équipe qui était devant nous, qui était Jean-Pierre Moscardo, avec son caméraman et son preneur de son. Marcel Caron était le caméraman de l'équipe de Jean-Pierre Moscardo. Après une carrière passée à filmer des conflits à travers le monde entier, il garde un souvenir vif de ce voyage. Et Hoche, vous l'aviez rencontré sur place alors? C'est lui qui était venu? Oui. Mais pourquoi? Parce que vous aviez 2 voitures à vous, c'est ça? Non, on avait une voiture à nous, mais eux, ils avaient une voiture aussi. Mais le pire, si tu veux, c'est que Hoche, il voulait absolument aller avec nous. Oui. Parce qu'avec Moscardo, il y a pas d'arrêt, hein. Il est gonflé, Moscardo. Moscardo, c'était le réalisateur. Ouais, c'était le journaliste et rédacteur en même temps. Et moi, j'étais le caméraman journaliste. Mais et Claude Fabre, le preneur de l'ingénieur du son. Il dit, on va aller avec vous. J'ai dit, t'es sûr? Parce que c'est dangereux. On s'arrête, on commence à discuter, on voit apparaître des gens qui viennent vers nous en armes avec des M16, assez jeunes, et en fait c'était des milices chrétiennes. Donc on tombe sur ces types qui nous disent « mais où allez-vous » On dit bon, on va voir ce qui se passe, mais surtout n'y allez pas, les Nord-Vietnamiens sont là, en français. Moscardo dit oui, on y va. Mais Moscardo, c'est un foudre, rien ne l'arrête. On était toujours, ouais, c'est bien, on y va. On allait carrément au casse-pipe, hein. C'est vraiment, il a jamais eu peur, jamais. Et toi, tu t'es pas rendu compte que c'était dangereux? Alors, moi, je savais que c'était dangereux, mais j'avais le mec qui dit, tu sais, j'avais les fois, moi aussi, hein. Je me disais, on va se faire flinguer, hein. Mais alors, Moscardo qui cédait pas, mais non, on y va quand même, et tout ça. Alors, on y est allé jusqu'au bout. Je me souviens, c'était une route en pente qui aboutit donc à ce gros village. On avait dépassé Bienoa, ce gros village de Trong Bum. Et là, tout de suite, un mortier nous vise notre voiture qui était orange. On ne voyait qu'elle. Donc c'était une cible d'une facilité, et les troupes nord-vietnamiennes, dont on ignorait la présence, étaient à 200 mètres, 300 mètres. Ils commencent à nous arroser. Alors tu sais, la protection qu'on avait, ce qui était pas mal, c'est que comme eux, ils étaient de l'autre côté et que ça descendait, et que nous, ça montait, ça faisait un barrage naturel de la route. Et les gamins que tu vois là, avec les armes et tout ça passer, c'est des guignols, quoi. Hein. Enfin, c'est méchant de dire ça, c'est pas des guignols, mais c'est des membres qui voulaient résister, et ils résistaient pas, quoi. Ils peuvent rien faire là-dessus. Ils étaient gonflés, les jeunes, là. Ouais. Mais toi aussi, tu t'es gonflé. Ouais, mais moi, c'est mon métier, eux, c'est pas leur métier, hein. Ils se protégeaient leur famille, t'as vu comment ils sont habillés et tout ça. Ils avaient des USM1, des petites carabines pour des mecs en face, bien armés, hein. Quand ils ont tiré dans la voiture, là, le haut de la voiture, un pare-brise, oui. Et on s'est tous jetés sur la voiture,
sur le capot, hein, avec Moscardo, moi et Claude. Et on s'est retrouvés, et Moscardo, il a appuyé sur le champignon pour remonter, pour nous sortir de là. C'est grâce à lui si on est vivant, quoi. La voiture du Figaro est touchée par un obus de mortier. Derrière Fabre qui court, Laurent s'arrête, se retourne. Christian Hoche n'a pas suivi. La voiture de Moscardo, c'est incroyable la chance qu'il a eue et son équipe de sortir de cette mauvaise situation, parce que là, elle était très dangereuse, on était visé. Et donc, il remonte le chemin inverse, celui qu'il avait connu quelques instants avant. Et puis nous, Michel Laurent prenait quand même quelques photos. Je lui dis, ça sert à rien, on ne voit rien, il n'y a personne. T'as pas de caméra, on entend du bruit, mais c'est pas le bombardement, mais c'est pas visuel. Et à ce moment-là, il était à 10 mètres de moi. Il continue à descendre vers les... Moi, j'ai bougé plus près de la voiture, mais lui continue à descendre vers les Vietnamiens du Nord. L'armée vietnamienne, j'ai dit, mais il va se faire tuer, c'est impossible. Je hurle pour qu'il remonte. Et comme il fait le sourd dans ce cas-là, je commence à redescendre moi aussi pour aller le chercher. Et tout d'un coup, là, un mortier tombe pile sur la voiture. La nôtre, celle de Moscardo, avait déjà foutu le camp. Il est bien fait. Et donc pulvérise la voiture. Et on voit sortir les premiers soldats nord-vietnamiens. Michel Laurent va se cacher dans le fossé de cette route. Je le suis et on bouge plus. Je savais qu'on était fait comme des rats. Et deux rafales de Kalachnikov sont parties. Et à la première, Michel Laurent a reçu la rafale dans les poumons. Et puis je crois, une dans la tête. Et moi, j'en ai pris une dans la cuisse, une dans la mâchoire, et un gros éclat, c'est un morceau de fer, un gros éclat de mortier dans le ventre, ça faisait mal. La jambe aussi. Et puis, j'ai la gueule cassée, quoi, la gueule de travers. Et je reste figé, absolument, mais cloué sur ce petit bout de terrain où j'étais, semble-t-il, peu protégé. Et surtout, je voulais aller chercher Michel, qui était une dizaine de mètres devant moi. Et je lui dis, si je vais le chercher... Il ne bougeait plus, je savais qu'il était mort. Mais je voulais, je sais pas, un petit espoir de le faire revivre, mais c'était impossible. Donc je me calfeutre comme ça. Je reste ça, c'est long, peut-être 10 minutes. Tout d'un coup, j'entends un hurlement. Non. Comprendre que c'est pas très aimable, c'est plutôt hostile. Et là, je lève les mains. Et c'était les sections d'assaut nord-vietnamiennes. C'est la 301e division, si ma mémoire est bonne. Ce qu'on appelait la division de fer. C'est-à-dire, c'était les soldats très aguerris. Donc, ils se précipitent devant moi. Ils étaient une dizaine. Me mettent en joue comme ça. Ils me disent de me lever. Mais avec ma jambe, qui était quand même, ça fait des trous énormes, ces saloperies. J'avais beaucoup de mal à le lever. Alors, il y en a à deux, ils me prennent, me soulèvent et m'indiquent quand même qu'il faut que je mette... ils vont m'attacher avec du fil de fer, prisonnier.